ne pas l'être, qu'un professeur se présente chaque matin au collège pour enseigner parce qu'il obéit, ou en tout cas qu'il se subsume ou se subordonne à cet esprit institutionnel qui est transmettre la connaissance, le patrimoine culturel, intellectuel, scientifique de l'humanité, puis aussi doter les gens de l'autonomie, hein, de la capacité, de la faculté de juger. Grosso modo, c'est ça la mission fondamentale de l'université. Et l'intuition de Freytag, c'était que nous étions en train de détruire cet esprit institutionnel pour transformer l'université en organisation. Qu'est-ce que c'est une organisation à la différence d'une institution? Ben, c'est ce qui reste de l'institution. Une fois qu'on a tué l'esprit, il reste une sorte de... Il reste le béton d'abord, il reste les gens, mais il reste un fonctionnement opérationnel dans lequel tout le monde est là, on ne sait pas trop pourquoi, soit pour faire de l'argent comme dans les entreprises capitalistes, ou simplement pour que ça fonctionne de manière efficace et optimale, hein, comme une machine bien huilée. Donc c'est ça une organisation, c'est ce qui reste de l'institution une fois qu'on a éliminé l'esprit. Alors évidemment, ce qu'on connaît comme organisation dans la société, il y en a toutes sortes, des OBNL, des coops, des ci, des ça, mais la plus paradigmatique dans le capitalisme, c'est l'entreprise, la corporation, la multinationale. Et évidemment, ce qu'on peut analyser en fait comme mouvement qui est en train de se produire, c'est que par un effet de dissolution de la référence transcendantale qui organisait les universités et les établissements d'enseignement, nous sommes en train de les transformer par mimétisme, hein, en ersatz finalement des corporations multinationales qui ne sont pas animées par une finalité idéale éthique, faire le bien, transmettre le vrai, le beau, le juste, mais plutôt maximiser leur efficience interne pour se reproduire, pour d'abord se conserver comme organisation, mais aussi pour amasser le plus d'argent. Alors évidemment, ces jours-ci, vous écoutez la télévision, bon, le débat tourne beaucoup autour de la question de l'accès ou de l'accessibilité aux études. Entendez-moi bien, c'est un débat très important qui se règle d'ailleurs assez vite. Puisque la connaissance est par nature quelque chose qui n'est pas une marchandise, ben, il faudrait qu'elle soit gratuite. C'est assez basique, et d'ailleurs, depuis Victor Hugo, puis même avant, on sait ça, Victor Hugo, il disait, toute question a son idéal, puis l'éducation, son idéal, c'est la gratuité à tous les niveaux. Alors, c'est 1850. Donc là, on ne va pas réinventer la roue. L'école devrait être gratuite. Sauf que j'aimerais vous amener sur le terrain d'un problème un peu plus profond, auquel j'ai déjà commencé à vous introduire, c'est-à-dire, imaginez qu'on fout la gratuité scolaire demain matin, mais que personne ne s'est interrogé sur le contenu de ce qu'on va transmettre. Alors on met la gratuité scolaire, mais tout le monde va HEC. Alors là, on se retrouve tout aussi en mauvaise posture, vous imaginez. Donc, il y a un fond des choses auxquelles il faut arriver, c'est-à-dire quelles sont les finalités et les buts, le contenu de l'éducation, quelles sont les motivations des individus qui s'engagent dans une activité d'apprentissage, quelle est la finalité de l'université, et ce questionnement sur les finalités des choses, pas seulement les moyens, les ressources, l'accessibilité, mais plutôt sur le sens même de ce qu'on fait dans l'institution, ce questionnement il est indissociable d'une question sur le sens de ce que nous voulons comme société, c'est-à-dire comme qu'avons-nous comme conception de la vie bonne. Hein? C'est indissociable d'une réflexion sur que voulons-nous comme société. On entend souvent dire ces jours-ci que le rôle de l'université, c'est l'enseignement et la recherche. Comme si c'était ces mots valises dont les Allemands ont le secret, et l'enseignement et la recherche, c'était un seul mot collé ensemble. Hein? La formule est consacrée comme si l'enseignement et la recherche étaient à égalité dans l'université. Hein? Alors, il faut peut-être rappeler que historiquement, c'est d'abord l'enseignement théorique et pratique, hein, la fameuse Bildung des Allemands, la fameuse Paideia des Grecs, la formation de l'esprit, qui est la première fonction de l'université. Rappelons évidemment que l'enseignement supérieur, il a été institutionnalisé bien avant les niveaux, disons, inférieurs. À mesure qu'on a démocratisé et massifié, hélas, l'enseignement, on a créé ces niveaux inférieurs, mais au départ, c'est l'université qui est venue, disons, chronologiquement en premier. Et pourquoi dit-on qu'elle est supérieure? Pas seulement parce qu'elle est venue en premier, mais parce que c'est elle qui donne la norme et qui sert de référence pour le reste du système d'éducation et pour la société en termes idéels, culturels et civilisationnels, gardienne de la norme du beau, du vrai, du juste et des débats autour de ces questions. Alors, quand on entre dans la modernité, ce n'est plus l'Église, ce n'est plus la tradition qui peut prétendre être la seule référence normative. Hein, c'est la raison qui aurait dû, en tout cas, c'était le projet de la modernité, organiser la société, servir de référence à qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qui, pour nous, est valable normativement. Et donc, le lieu de référence, si c'est la raison qui devient notre guide, se déplace de l'Église à l'université. C'est elle maintenant qui devient la gardienne de la référence normative pour penser le reste du rapport social. Alors bien sûr, à l'époque, il y a déjà de la recherche, parce que quiconque est dans une université, même à l'époque, doit se poser la question de savoir quel type de savoir allons-nous enseigner, quel type de savoir allons-nous diffuser, sachant que ça ne peut plus être seulement les anciens dogmes, hein, il faut réfléchir pour savoir ce que nous allons transmettre. Mais quand on parle aujourd'hui de la recherche, hein, ce n'est plus du tout dans ce sens-là que l'on parle de ce mot, ce n'est plus la recherche libre, fondamentale et désintéressée qui vise la transmission de la culture ou la construction de l'autonomie des personnes. Ce n'est plus la libre activité intellectuelle qui est orientée vers la recherche critique de la vérité.
Ce qui intéresse aujourd'hui les entreprises, les recteurs, les gouvernements, les chambres de commerce, c'est la recherche subventionnée par des fonds externes, dont le but est de développer des innovations techniques et des brevets qu'on pourra par la suite commercialiser. Quand on entend recherche aujourd'hui, c'est dans ce sens extrêmement réducteur de recherche commerciale. Or, ce que nous dit Freytag dans l'offrage de l'université, c'est que plus cette recherche à visée commerciale va se développer, plus elle va dévorer l'université dans sa mission traditionnelle d'enseignement et de développement synthétique des savoirs. La recherche va bouffer l'enseignement. Alors, c'est un mouvement qui est en train d'induire une mutation fondamentale de la nature de l'université, qui était une institution de formation, mais qui devient maintenant une organisation de production et de contrôle au sein d'un réseau d'organisation économique. Ça vaut aussi pour le cégep, mais évidemment pour les autres niveaux du système d'éducation. L'école, l'université, le cégep, est en train de devenir finalement un sous-système du système de l'économie, un auxiliaire, un catalyseur d'accumulation de la valeur. Et évidemment, à ce moment-là, l'université, d'abord, elle perd son identité, hein, elle perd qui elle était, mais la société au grand complet est en train de perdre un des derniers lieux de synthèse et de réflexion critique qui lui permettait de se réfléchir, de se regarder dans le miroir, de se représenter à elle-même. Nous sommes appelés aujourd'hui à juger de ce changement, contrairement à ce que M. Charest voudrait que l'on fasse, c'est-à-dire fermer de sa gueule. Est-ce que l'université, est-ce que le cégep doit absolument s'adapter aux changements en cours dans la société? Doit-elle jouer un rôle de plus en plus actif pour elle-même produire ces changements? Est-ce que c'est le rôle de l'école de mettre les deux mains dans le plan Nord, comme il a été révélé il y a quelques semaines? Est-ce que c'est le rôle de l'école de fournir des ingénieurs miniers et des spécialistes pour aller exploiter le sous-sol au service des multinationales chinoises? Peut-être pas. On ne peut pas juger de ces questions sans poser aussi un jugement plus large sur la direction qui est en train de prendre la société vers ce qu'on pourrait appeler le tout à l'économie, l'économicisme, c'est-à-dire la réalisation du capitalisme qui rejoint son concept, c'est-à-dire qu'on étend à tout, finalement, le fétiche de la marchandise que dénonçait déjà Marx. Un nom impopulaire qu'il faudrait remettre à la mode. C'est donc l'une des tâches principales de l'école que de porter un jugement de valeur sur les finalités qui animent la société, de transmettre des connaissances, mais aussi d'élaborer un point de vue critique sur ce qui est en train de se passer à l'extérieur du bocal de l'institution. Hein. Et on ne peut pas séparer cette critique d'une réflexion sur ce qu'est une société acceptable, une bonne société, une vie bonne, pour parler comme nos amis les Grecs. Alors, selon Freytag, le mouvement dans lequel on est engagé aujourd'hui, c'est celui d'une dissolution de ce qui était un bien commun de la civilisation. Nous sommes en train de privatiser la connaissance. Nous ne parlons déjà plus de professeurs, mais de professeurs-chercheurs, en même titre que l'enseignement et la recherche, donc des professeurs-chercheurs, ou même simplement de chercheurs qui n'enseignent plus, hein, qui a réussi, le chanceux ou la chanceuse, à se décharger de l'enseignement, à ne plus avoir à dealer avec ces emmerdeurs que sont les étudiants, pour se consacrer entièrement à la course aux subventions et au colloque avec des sandwichs. Bon. Mais que cherche-t-il au juste, ce professeur qui n'enseigne plus? Est-ce qu'il cherche encore la vérité? Est-ce qu'il cherche la pensée critique? Est-ce qu'il cherche la connaissance du passé? Veut-il s'extasier devant la beauté des formes de la nature et la beauté possible du monde? Non. La recherche actuelle, elle ne se rapporte plus vraiment à la vérité d'aucune manière. Ce n'est plus ce qui l'intéresse. Elle cherche d'abord à développer des technosciences et des biotechnologies et ce genre de gadgets pour participer à la croissance de l'argent sans regard aux autres enjeux éthiques, moraux, esthétiques et autres. Le monde se réduit pour chaque entreprise capitaliste à un environnement où d'autres entreprises sont en compétition avec elles, et il faut alors mener une course au brevet qui est une sorte de course aux armements pour gagner la guerre économique contre les autres organisations. Dussions-nous pour cela créer des dommages collatéraux dans l'environnement, appauvrir la culture et détruire le lien social. Bon, vous voyez ce que c'est? Ça accélère d'ailleurs, comme dit Hartmut Rosa, c'est un truc qui est en train d'accélérer pour devenir concurrentiel. C'est l'argument de M. Beauchamp, toute cette bande de Beauchamp dans le champ, c'est qu'ils sont en train de nous dire, pour qu'on fasse la concurrence, pour qu'on fasse la compétition, il ne sert plus à rien de parler, mais les mots n'ont plus de prise là-dessus. Tant pour devenir concurrentiel, il faut s'abdiquer dans ce qu'on était encore pour se lancer en avant dans le but de nous-mêmes. Bon.